Alors vous comprenez que c'est très difficile de commencer. D'abord, il y a des orateurs, il y a eu des films de TEDx, et puis on vous dit, allez, il faut y aller. Et en plus, on a une superbe salle, et je voudrais vous applaudir. Alors bien sûr, merci d'être là, un samedi après-midi, alors qu'il fait beau. Et puis merci surtout à toutes les équipes organisatrices de ce grand événement. Alors on me demande de parler de moi, et moi ça ne m'intéresse pas trop. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais vous parler de d'où on vient, parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Alors, moi, pas mes parents, pas mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont arrivés en Afrique dans les années entre 1897 et 1900. Vous faites le compte, je ne sais plus si je suis un « et » ou un « ou ». C'est ça mon problème. Alors, à l'époque, on faisait partir les gens de où on partait, c'est-à-dire donc le Liban, parce que j'ai quand même une origine que je ne peux pas oublier, et on les mettait dans les bateaux, on disait, on vous amène aux États-Unis, aux Amériques. Il n'y avait pas les États-Unis, enfin on ne parlait pas des, on dit aux Amériques. Et les gens partaient dans les bateaux, et ils débarquaient à Marseille, et de Marseille, on les amenait à Dakar. C'était pas tout à fait la même chose. Mais une fois qu'ils étaient à Dakar, c'était tellement chaleureux, c'était tellement beau, on y restait. Mais mon arrière-grand-père paternel, lui, s'est trompé de bateau à Marseille. Et il est parti en Argentine. Et mon arrière-grand-père maternel a remarqué que son ami n'était pas là. Donc il a réécrit au Liban, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas mail pendant ce temps-là. Et le temps que la lettre revienne, mon arrière-grand-père avait une famille, donc je dois avoir des tontons, des neveux, des cousins, peut-être des petits cousins en Argentine. Mais en tout cas, il a quitté l'Argentine, il est revenu sur le bateau. Sur le bateau, il a rencontré une Espagnole et il a fait mon grand-père. Donc vous voyez que c'est assez mélangé. Puis moi, j'arrive en Côte d'Ivoire en 1959. Et en 1959, on est allé à Treichville. Mais le Treichville d'avant, l'avenue 21 avec tous les cocomentiers, l'avenue 16 avec tous les cocomentiers. Il n'y avait pas la cité Arras. Il n'y avait pas le VGE. Il y avait 2 allées avec une allée centrale. C'était superbe. Il n'y avait même pas encore, je pense, si j'ai bonne mémoire, la presqu'île qui relie aujourd'hui Biétry à Port-Brouet. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas si je suis un « et » et un « ou ». Parce que j'ai vu construire mon pays. Et mon pays, c'est celui-là. Alors, j'étais à Saint-Jean-Bosco. J'avais un maître qui s'appelait Dieudonné. Et puis, bon, on était une famille très modeste. Et quand j'ai eu l'entrée en 6e, j'avais 10 ans. Mes parents m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et je voulais aller au plateau. Le plateau, pour nous, c'était avoir un rang social au-dessus. C'était là où il y avait tous les toubabous. Parce qu'à Saint-Jean-Bosco, à l'époque, on était 3 blancs. Et je suis allé à au collège du plateau, en 6e 4. Et mes parents qui n'avaient pas les moyens, je suis né à Noël, le 23 décembre exactement, ils m'avaient fait un superbe anniversaire et j'avais invité tous mes amis de l'école. Enfin, pas de l'école, de la classe, on était 35. Les Toubabous, les Allemands, les Ivoiriens qui étaient là. Je les ai attendus de 17h à 23h. Personne n'est venu. Alors mes parents, ils étaient très sympas. Ils m'ont vu dans un coin, ils m'ont dit « Mais Ticket, c'est pas grave, on s'en est là avec toi. » Mais personne ne pouvait ressentir ce que j'avais ressenti moi à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais l'étranger. Je ne comprenais pas. J'étais l'étranger. Pourquoi ils n'étaient pas venus? Et puis j'ai essayé de comprendre. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai découvert ce que je devais devenir plus tard. Ce que je devenais plus tard, c'est être homme du monde. Ne pas être un étranger. Ce que je voulais faire plus tard, ce n'est pas être indifférent à ce qui s'est passé, parce que ça faisait trop mal. C'était comprendre pourquoi ils n'étaient pas venus. Pourquoi j'avais cette différence? Ah, j'étais libanais, ils étaient européens. Bon, ok. J'étais musulman, ils étaient chrétiens, ou juifs, je ne sais pas, ou orthodoxes. J'étais blanc, ils étaient noirs, donc j'étais café au lait pour les noirs, c'est ce qu'on disait des Libanais à l'époque, on disait les Syriens. Et puis, pour les Européens, j'étais pas assez blanc, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'avais 2 choix, ou l'indifférence,
ou la différence. Ou l'indifférence par rapport à toutes ces différences, ou accepter que tout le monde soit différent et que tout le monde vienne dans ce monde. Ce n'était pas moi le problème, c'était eux le problème. Ils avaient peur de l'étranger. Alors, il fallait juste que dans ma tête, je puisse retrouver une façon de fonctionner différente. J'étais peut-être très jeune, mais j'ai compris qu'à ce moment-là, il fallait aller vers les autres. Il fallait montrer aux autres qu'on avait les mêmes oreilles, le même nez, les mêmes yeux, le même corps. Et qu'à partir de ce moment-là, ensemble, on gagne. Avec ces différences-là, on pouvait vivre ensemble, on pouvait coller ensemble. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu construire un parcours, un destin. Et j'ai continué mes études, j'ai fait mes études de médecine, on vient de le dire. Et puis c'était pas assez. C'était pas assez parce que toute ma vie a été régie sur 4 principes. Celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas, c'est un ignorant, on le laisse tomber. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison. Avec les théoristes, les intégristes, les gens qui sont complètement bornés. Vous perdez votre temps, vous perdez de l'énergie. Ensuite, le deuxième principe, c'était, il ne fallait pas s'encombrer avec les agitateurs du temps. Il y a des gens qui s'agitent pour tromper le temps. Ils prennent des selfies, ils font ça, ils ont Internet, ils vont prendre un hamburger, on le filme. Ils vont mettre ça sur Facebook, c'est extraordinaire. Ils ont mangé un hamburger, waouh! Ça apporte beaucoup de choses. Bon. On a même le goût de l'hamburger. MDR, merci de rappeler. Non, mort de rire. Donc, tout ça, vous voyez, c'est difficile. Par contre, parmi ces personnes que vous rencontrez, il y a des gens qu'il faut aider. Il y a des gens qui ont envie d'avancer. Il y a des gens qui veulent partir plus loin. Sans vous ou avec vous. Mais en tout cas, il faut donner le petit coup de pouce. Le petit coup de pouce. Extrêmement important. Et la chose la plus importante, ce sont les études. Moi, dès que je commençais à avoir mon premier salaire, j'ai mis en place une bourse personnelle pour aider les enfants ou les jeunes d'aller à l'école. Ça a commencé déjà avec les enfants les employés de la maison. Il fallait absolument que les enfants aillent à l'école. Et à ce jour, j'ai à mon actif personnel, de ma bourse personnelle, autour de 10 personnes qui sont à l'école, qui font des études, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont à Londres, et qui sont en France, et qui sont à Abidjan. Toutes les années, dans mes comptes, quelle que soit mon activité, c'est pris en compte. Il est hors de question de ne pas aider quelqu'un à aller à l'école. Et ça, on est tous capables de le faire. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. On est tous capables de donner 5 000 francs à quelqu'un pour aller à l'école. Après, les études coûtent cher, mais vous savez, c'est lorsqu'on entreprend quelque chose que les choses se mettent en place. Aujourd'hui, je sais que mon initiative, j'en ai parlé à des personnes autour de moi, et là, on est en train de mettre une bourse en place pour amener un artiste, un bon artiste, à Londres. Parce que ce qu'il fait, on ne le fait pas ici. Et donc, on est en train de mettre une bourse en place. Donc, vous voyez, c'est des activités que l'on peut faire tout seul. Ne pas s'encombrer avec des gens qui perdent leur temps. La troisième chose, et qui est même très importante, c'est que le pare-brise, il est quand même plus grand que le rétroviseur. Si on s'encombre de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous bloque, mais on n'avance pas. Le pare-brise, c'est le futur, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous entreprenez, c'est vos projets. C'est comment je vais aller de l'avant, non pas en fermant les yeux, mais en les ouvrant et en accueillant tous les projets. Tous les gens qui veulent avancer, vous les accompagnez dans votre monde, parce qu'on est tous capables d'avancer ensemble. Ça, c'est très important. Donc, il faut, pour cela, ne rien laisser au hasard. Avoir une analyse objective de chaque chose. Alors, il ne faut pas rêver. Le rêve, c'est bien. Concrétiser, c'est mieux. Donc, c'est ça. N'allez pas rêver d'être astronaute. Pourquoi pas? Mais à un moment donné, il faut que je mette à l'évidence. Ensuite, il faut pouvoir être à la place de chaque acteur.
Parce que si à un moment donné, il y a un problème, vous avez le plan B. Il faut que le plan B soit en vous, à chaque moment, à chaque instant. Parce que vous pouvez être bloqué, là on peut être bloqué pour la technique, qu'est-ce qu'on fait? On se tait? Non, il faut continuer. Donc c'est une analyse objective de ce que vous faites, de ce que vous devez faire. C'est très important. Et la quatrième chose, aussi très importante, c'est l'amour. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Parce qu'ensemble, on peut dire « yes, we can ». Et ça, c'est très important par rapport au monde d'aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons réussir. C'est ensemble que nous réussissons. C'est toujours une équipe qui gagne. C'est jamais une personne. Ceux qui pensent qu'ils sont seuls dans le monde, ils se trompent, mais ils se trompent royalement. Alors, j'ai 61 ans. Contrairement à ce qu'a dit le monsieur, je n'ai pas 20 ans de médecine, je continue à exercer ma médecine. Je suis toujours médecin. Médecin un jour, médecin toujours, c'est comme les scouts. Et quand les gens me disent « Ah, mais voilà, il a laissé tomber la médecine pour faire la culture ou les arts », je lui dis non, je n'ai pas laissé la médecine, j'ai laissé le mercantilisme de la médecine par rapport à la médecine vraie que j'exerce. Parce que les gens, ils ont le droit d'être soignés. Je n'ai pas envie de tomber sous la guillotine des assurances de celui qui n'a pas les moyens. Ce n'est pas pour ça que je fais la médecine. J'ai fait la médecine pour soigner les gens. Et je continue à soigner les gens, je peux vous dire gratuitement, et c'est extrêmement beau de le faire. Et je le fais parce que je fais les arts. Alors on me dit, après, mais qu'est-ce qu'il faut pour être un bon médecin? Oh, je dis, il faut être un bon metteur en scène. Parce que le bon metteur en scène permet aux uns aux autres de pouvoir être à l'aise et de guider le malade pour justement pouvoir, à un moment donné, qu'il puisse se dénuder complètement et qu'on puisse discuter ensemble. Merci de m'avoir écouté et bonne continuation.